Bonjour, bienvenue dans notre émission Remettons les pendules à l'heure. Alors, cette fois-ci, je commence déjà par présenter mes excuses si vous entendez un bruit de fond, mais il y a des travaux tout près de chez moi. Notre émission aujourd'hui, nous allons la faire à partir de l'émission de Sonia Mabrouk sur CNews, là, que vous voyez affiché. Puisqu'elle a abordé donc le sujet d'un projet de loi, l'excuse de la minorité, donc pour des délinquants se rendant coupables de faits graves comme l'agression de cette femme âgée par des gamins de 13-14 ans à 3 qui a été rouée de coups. Et donc dans certains cas, supprimer l'excuse de minorité qui divise la peine par deux, et donc punir donc pour les prisons, peut-être, je suppose, des prisons adaptées, ce qui est encore loin d'être le cas, assez mineurs, avec des centres fermés, etc. Enfin, je ne sais pas exactement ce qui est prévu. Donc, moi, ce que j'ai à vous dire d'abord, c'est que pour résoudre un problème, encore faut-il énoncer clairement ce problème. Dans cette émission, remettons les pendules à l'heure, nous allons aborder la polémique actuelle, donc une loi qui remettrait en question l'excuse de la minorité. Eh bien, tout d'abord, la minorité n'est pas une excuse, mais une circonstance atténuante de la responsabilité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je m'explique. L'enfant qui chahute avec un autre et le pousse dans les escaliers n'a pas forcément conscience que ce dernier peut tomber, rouler jusqu'en bas et se faire une fracture du crâne. Un mineur qui ne respecte pas en deux roues le code de la route pour faire le mariole, comme on disait dans le temps, s'il provoque un accident grave, est coupable, mais moins qu'un adulte censé avoir bien plus en tête le risque d'accident grave. Un gamin qui balance un chat par la fenêtre, croyant qu'un chat retombe toujours sur ses pattes, peut faire preuve d'une cruauté certes, mais naïveté que l'on n'accordera pas à l'adulte. Pire, un jeune enfant jouant avec l'arme de chasse de son père et tuant accidentellement un autre membre de la fratrie n'est pas forcément un tueur en herbe. Et la responsabilité peut être entièrement parentale, en l'occurrence ici le père qui n'a pas pris soin que son fusil ne soit pas à portée de main du gamin. Mais dans l'affaire de cette femme âgée agressée par des voyous de 13-14 ans qui filment l'action, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ils sont parfaitement conscients qu'ils agissent avec cruauté et ils se délectent de plaisir pervers de la souffrance de la victime. Il s'agit non seulement d'un acte délictueux, mais surtout d'une perversion, c'est-à-dire trouver du plaisir dans la souffrance d'autrui. Ce sont des tueurs en herbe, parfaitement conscients de mettre en danger les jours de cette femme, mais ils s'en foutent. Alors pourquoi? Nous allons voir ça plus tard. Et la deuxième question que pose Sonia Mabrouk, est-on récupérable lorsqu'à 14 ans, on frappe à mort une femme âgée à plusieurs? Les invités semblant dans l'ensemble embarrassés pour répondre. D'autres considérant qu'il faut agir avant et rebondissent sur la proposition de former des instituteurs en 4 jours qui, en primaire, seraient incapables d'obtenir une discipline et donc à l'adolescence, on aurait des jeunes gens ingérables. Alors là, je crois que c'est un peu fort en café parce que je tiens à rappeler que jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. On a eu de cesse que de monter le niveau des enseignants. On a fait maintenant plus des instituts, on a des professeurs des écoles. À mon époque, on était prof des fois même qu'après le bac. Et quand c'était quand c'était une licence, c'était vraiment bien. Maintenant, il est tout à fait ordinaire. Tous les professeurs sont des capétiens. Donc, et pourtant, c'est à notre époque, fruit de cette évolution, pourtant, donc les deux problèmes sont totalement dissociables. Ça n'a strictement rien
voir. Et tout dépend qui on recrute. On peut recruter, par exemple, mettons en biologie, quelqu'un qui serait médecin, qui, je ne sais pas trop pour quelle raison, mais enfin, admettons, un médecin qui aurait envie de se reconvertir, peut-être pour des problèmes de santé, dans l'enseignement. C'est un homme qui est d'un certain âge, assuré, habitué à avoir des rapports d'autorité avec du personnel, mettons. Eh bien, on peut deviner que cet homme-là sera quand même mieux se faire respecter qu'un petit surdoué même, qui serait capable d'avoir son CAPES avec 2 ans d'avance, qui lui, bon, eh bien, peut très bien, hein, ça dépend des personnalités, se faire respecter, mais on peut comprendre qu'un professeur très jeune, très intelligent, s'il en face une bande d'abrutis qui ne respectent pas son génie, eh bien, il aura du mal à se faire respecter. Ce qui est le cas d'ailleurs de ceux qui ne connaissent que la charia et ont un mépris donc pour le savoir occidental. La deuxième question posée par Sonia Mabrouk donc était oui, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce qu'il y a un âge où on n'est plus récupérable? Bien là, alors là, ce que je peux lui dire, chère Sonia, j'aimerais que vous puissiez entendre ma réponse. Oui, on peut changer, même adulte. Tous les criminels nazis qui ont échappé à la justice se sont avérés des exemples parfaits de réinsertion sociale. Même ceux qui pourtant faisaient preuve de perversion en jouissant, par exemple, de la souffrance des prisonniers. Eh bien, le parallèle avec ce qu'on une fois la guerre terminée, qui sont arrivés à échapper au bourreau, eh bien, ils ont plus fait parler d'eux. Hein. Ils ont bien su savoir où était leur intérêt et ils se sont réinsérés de manière tout à fait neutre dans la société, dans différents types de sociétés. Eh bien, le parallèle avec ce qu'on observe chez ceux que l'on surnomme sauvages est tout à fait approprié avec les nazis. On retrouve beaucoup de points communs. D'abord, j'ouvre une parenthèse, hein, la civilisation ne va pas forcément avec humanisme. Les exceptions sont nombreuses. Dois-je vous rappeler par exemple qu'en Chine, à une époque où les Chinois avaient une maîtrise de l'architecture tout à fait exceptionnelle, ça ne les empêchait pas d'avoir des esclaves à qui ils mettaient un collier de fer avec une grande barre pointue dans le dos pour que l'esclave puisse toujours avoir le dos courbé, prêt à recevoir la charge et qu'il ne se redresse jamais. Alors là, si c'est pas un comble, mais bon, j'ai pris les Chinois, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Hein, mais simplement, cet exemple m'avait marqué. Donc, la cruauté, c'est quelque chose qui s'éduque. Hein. Donc, parlons donc de ces nazis. Ils étaient dans une civilisation, une culture, plus exactement, criminogène. C'est exactement le même problème lorsqu'on a des jeunes musulmans qui sont favorables à la charia parce qu'ils sont en quête d'identité et que donc ils se rattachent à une identité ancestrale et rejettent l'identité de l'entourage, de l'environnement. Donc ils sont exactement comme je l'ai vu écrit, on est dans une situation de guerre civile où il n'y a qu'un clan qui fait la guerre à l'autre. Alors là, oui, c'est dans la lettre des patriotes hein, que j'ai de Philippot que j'ai lu ça. C'est tout à fait ça et c'est exactement ce que je dis. Parce qu'ils ont la charia, parce qu'ils ont le Coran qui vous dit que les polythéistes, eh bien, il faut les brûler, qu'il ne faut pas d'amis juifs, que les chrétiens sont les amis des juifs, etc. Et que même si loin s'en faut, il n'y a pas que des chrétiens en France. Hein, moi-même, je suis de culture chrétienne, je suis chrétienne, mais pour certains chrétiens veut dire catholique, et je ne suis pas catholique, ni protestante d'ailleurs, hein, simplement j'adhère à une certaine culture chrétienne. Eh bien, souvent c'est un méli-mélo hein, chez ces personnes-là, il est évident que avec un Coran
qui considère que les musulmans doivent dominer, doivent s'imposer par la force dans un pays où ils deviennent majoritaires, eh bien, on va au-devant des problèmes. Donc, la solution, eh bien, elle est globale. Chez des individus de ce type-là, eh bien, la solution, elle passe pas par la pénitence, elle ne passe pas par l'éducation, elle passe par la remigration de toute la famille. Donc, quand on a une nationalité étrangère. Et puis, pour ce qui est de la prévention, eh bien, elle est simple. Il faut, ce que je me tue à dire depuis des années, il faut imposer une censure du Coran, c'est-à-dire tous les passages qui sont d'une violence, qui encouragent à la violence vis-à-vis de gens qui ne sont pas musulmans, ou de peine de mort sur les apostats, ou autre joyeuseté de cet ordre, eh bien, ça doit être censuré. Il faut apprendre également à distinguer la spiritualité et de ce qui est de l'ordre de l'histoire, parce que le Coran relate des batailles historiques qui ont pu lieu avoir entre des Juifs et des Arabes. Et c'est sûr, ils n'étaient pas amis, hein. Pas plus que d'autres quand les Français ont pu faire des guerres à des Espagnols ou aux Allemands ou à qui que vous soyez, hein. Mais quand on reste fixé, bloqué dans le passé, eh bien voilà. Donc ça m'amène à une deuxième réflexion, qui est celle que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube, c'est de lutter contre l'idée de la révélation. La révélation, elle est valable au niveau individuel. D'un coup, vous prenez conscience d'un problème, d'un coup, vous trouvez l'énergie pour y mettre fin. Ça, ok. Mais la révélation prise dans le sens religieux, c'est-à-dire avant, il n'y avait rien, d'un coup, il y a la lumière qui nous tombe du ciel. Cette lumière, qu'elle soit sous la forme d'un enfant miraculeux, Jésus, ou sur la forme, parce que c'est un peu une compétition que se livrent les religions d'un livre sacré dicté par un ange, c'est la même chose. Le danger, c'est l'extemporanéité de ces situations-là. Ça veut dire qu'il y a une vérité qui est immuable pour tous les temps. Or, il est bien évident que les problèmes qui se posaient à l'époque de Mahomet qui étaient de l'ordre de la rivalité pour les conquêtes territoriales, d'un royaume où on respecte certaines lois dites divines, qui étaient en fait les bases du christianisme, ou du judaïsme, puisqu'il y a une forte... l'islam se retrouve un peu à la croisée des deux. C'est pas les problématiques de notre époque. Ce n'est plus l'histoire des images, de la guerre des images, qui n'était pas propre à l'islam, qui a interdit de faire des images d'êtres humains pour mettre fin à la polémique, mais où il existait dans la chrétienté une polémique, savoir si les images saintes étaient elles-mêmes saintes. Bon, hein. C'était des questions qui pouvaient apparaître stupides, mais qui sont une bonne raison pour se taper dessus, de la même manière que quand on met un voile pour se distinguer de camp, n'est-ce pas? Donc les hommes de ce côté-là n'ont pas beaucoup évolué. Donc, où j'en étais? Oui, c'est vraiment important. Donc, de faire la part du Coran historique, de censurer tous les ordres de violence vis-à-vis de telle catégorie de la population, hein, ça doit être fait. Ça doit être mis à l'ordre du jour, parce que l'ordre du jour, les problèmes actuels, eh bien, c'est le danger du nucléaire. C'est la pollution qui risque d'arrêter la vie sur Terre. C'est pas des problèmes qui étaient contemporains de Mahomet, donc c'est pas le Coran qui va y répondre. Et c'est une problématique que tous ensemble, on doit se pencher dessus, et ce n'est ni dans la Bible, ni dans le Coran qu'on trouvera les réponses. Alors, bon, pour les autres, hein, qui sont donc français, et qui se comporteraient avec cette sauvagerie, moi, voilà ma position. Que ce soit pour une agression sauvage, comme nous l'avons vu, ou une simple récidive de vol à la tire, qu'on voit avec les petits gitans, par exemple,
ou même dès la première infraction lorsqu'on a constaté une absence totale de cadre familial, hein, des enfants à la rue, hein, avec la mère les parents qui les envoient mendier, par exemple. Bien dans ces cas-là, c'est pas un problème, si vous voulez, le problème le plus important n'est pas la punition. Le problème le plus important est le cadre éducatif. Donc, quel que soit le méfait, la sanction doit être la même. Sanction pour certains qui n'en est pas une, qui serait presque une mesure de protection, c'est-à-dire sortir de l'environnement l'enfant, hein, le mettre jusqu'à sa majorité, nommer un tuteur. Dans certains cas, si vraiment donc, on constate une défaillance familiale, il faut rouvrir des internats dans les écoles, des écoles avec une séparation des sexes pour éviter les violences, et d'autre part, eh bien, le processus d'identification des adolescents se fait par individus du même sexe, par regroupement d'individus du même sexe. Donc, je pense que c'est préférable de les séparer et d'éviter, par exemple, justement, je parle évidemment d'adolescents ultra-violents, hein, quand on a des risques de viol, qu'on a eu des antécédents de viol, eh bien, c'est évident qu'on est obligé d'avoir des établissements où les sexes sont séparés, au moins ça. Et une surveillance, évidemment, qui soit adaptée à ces cas-là. Il faut qu'ils bénéficient aussi, donc, même si par exemple pour certains ensuite, suivant leur capacité, ils pourraient tout à fait suivre un cursus classique jusqu'à 18 ans. Pour d'autres, ça pourrait être une formation professionnelle, mais dans tous les cas, ils doivent être rattachés à un foyer fermé jusqu'à 18 ans. Et on doit maintenir un tuteur jusqu'à 21 ans en repoussant la majorité, l'âge légal de la majorité à 21 ans. Ben là, ça pourrait être même utile pour les fugeurs, hein. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour les protéger, par exemple. Donc, dans ces pensionnats, tout ce que vous voulez, il faut évidemment qu'il y ait l'éducation du quotidien, qui passera par la participation à des tâches ménagères, faire sa chambre, balayer, et même les sanitaires, pour ceux qui seront punis, devront rester le week-end en internat, voir à la cuisine, donner un coup de main, bref, etc. Il faut des groupes de réflexion, évidemment, qui soient encadrés sur des thèmes sociaux, c'est-à-dire le sens civique, l'éducation des enfants, le respect de la femme, etc., etc. Et puis, donc, la charia qui n'a pas sa place en France. Hein. Bon. Sur la violence, tout ce que vous voudrez. Donc voilà, donc je crois qu'on a fait le tour de la question. Je suis en train de réfléchir si j'ai rien oublié. Non, je crois qu'on a fait le tour. Donc je pense que déjà, si tout cela était appliqué, eh bien, je pense qu'on n'aurait plus beaucoup de problèmes. Hein. Évidemment, il y a la lutte contre la drogue. Hein. Il y a aussi le couvre-feu qu'on peut instaurer. Si on voit que dans certains quartiers, on a des jeunes qui traînent, eh bien, il faut un couvre-feu pour les moins de 14 ans qui soit, mettons, 21h, hein, même s'ils devraient être... Et puis, alors là, sanctionner dès 21h, parce qu'à 21h, ils n'ont rien à faire dans la rue. À la limite, à 20h30, ils doivent être déjà chez eux. Hein. Enfin, j'entends évidemment sortie non accompagnée. Hein. Pour ceux qui sont 14-16 ans, eh ben, on peut mettre 22 heures. Et puis entre 16 et 18 ans, eh bien, on peut mettre, mettons, minuit. Hein. On peut aussi même abaisser ces heures si ça ne va pas. Hein. Voilà, donc je crois que cette fois-ci, on a bien fait le tour.
Et chère Sonia Marbrook, je ne sais pas si vous regarderez ma vidéo, ça j'en doute, mais pourtant, voyez-vous, j'aimerais aussi revenir avec vous sur une polémique. C'était la polémique des prénoms. Ah oui, on en a beaucoup parlé, je sais, qu'avait ouvert Eric Zemmour. Et moi, j'avais proposé, par exemple, justement, eh bien oui, il est important que les enfants, ils aient, comment dire, une sorte, un peu comme le tablier, quelque chose qui les neutralise à l'école, et pourquoi pas établir un calendrier, même avec certains prénoms nouveaux, un calendrier qui soit vraiment des prénoms français, quitte à revoir certaines choses. Hein. Je dis tout de suite, pas Mahomet, puisque Mahomet est l'auteur donc du Coran qui a une agressivité vis-à-vis de la laïcité, vis-à-vis des athées, donc c'est hors de question. Mais on peut avoir des traductions des prénoms. Hein. On peut avoir également... donc je proposais que vous mettiez, mettons, vous appeliez Mahomet l'enfant en premier ou deuxième prénom, peu importe, mais pour l'école, vous choisissez un prénom français. Ça sera de pareil pour lorsqu'il y aura des demandes pour un travail, parce qu'au moins, il n'y aura pas l'excuse de dire, oui, la discrimination, il faut faire une discrimination positive, ce que je suis tout à fait contre. Eh bien, Ahmed, s'il a un deuxième prénom qui s'appelle Alain, quand il postule sous le nom de Alain. Mais il y a aussi une autre solution, c'est que justement, soit franciser le prénom, soit revenir à la racine latine. Alors, je vais prendre votre exemple, Sonia. Donc, Sonia, c'est très joli, c'est même mis beaucoup en France, c'est pas là le problème. Mais Sonia, en fait, ça correspond en français à Sophie ou avec la racine latine, Sophia. Pensez-vous que on vous aurait appelé Sophie ou Sophia à l'école de la même manière, d'autres élèves hein, qui auraient des prénoms, d'autres prénoms, par exemple Mahomet, ben, ça correspond, ou Ahmed, tout ça, ça correspond soit à aimer de Dieu ou celui qui fait la volonté de Dieu. Et bien en français, on a le prénom aimer. Et ce qu'il faut savoir, aimer, ça vient de Amédéus en latin. Amédéus, ça donnait Amédée en vieux français et qu'on a retrouvé d'ailleurs dans la lignée des comtes de Savoie hein, comme prénom. Donc c'est bien un vieux prénom. Et Amédéus, ça veut dire qui aime Dieu. Donc aimer, ça sous-entend, puisque aimer vient de Amédée, qui aime Dieu. Honorer, qui honore Dieu. Donc en prenant ces prénoms Ahmed, Mohamed, on peut trouver des équivalents qui sont aimés ou honorés, ou etc. Donc on peut trouver des équivalences à les prénoms ou choisir carrément un autre prénom hein, qui soit donc du calendrier. Voilà, eh bien, j'aimerais bien, à défaut de vous, parce que je doute que vous ayez cette réponse, mais si certaines personnes voient cette vidéo, eh bien qu'elles mettent en commentaire leur opinion sur ce sujet. Bonne journée.